Kiev. Moscou a frappé hier un autre barrage dans la région de Donetsk, une destruction d'ailleurs visant à inonder les terres, ralentir les opérations lancées par les Ukrainiens. On va retrouver l'une de nos équipes, Solène Rioux et Éric Josset. Bonjour Solène, on a vraiment le sentiment que ces opérations sont orchestrées, que rien n'est laissé au hasard pour Moscou pour essayer de contrer la contre-offensive ukrainienne. Alors oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces opérations ne doivent absolument rien au hasard. Avec ce deuxième barrage détruit en seulement 5 jours en zone occupée par les Russes, comme pour le barrage de Novakhovka, les autorités ukrainiennes accusent la Russie. Ça s'est passé cette fois-ci dans l'oblast de Donetsk, sur la rivière Mokriali hier matin. Et là encore, il y a eu des inondations sur les deux rives, mais bien évidemment, elles sont bien moindres comparées à la catastrophe de Kakhovka. Alors vous le disiez très justement, ces opérations bien orchestrées, bien ciblées, le sont dans un but très précis. C'est en tout cas ce qu'affirme le capitaine Valery Cherchen, qui est le porte-parole de l'un des districts militaires de la région sud de l'Ukraine. Il affirme que les troupes russes ont fait sauter ce deuxième barrage pour ralentir la contre-offensive ukrainienne. Néanmoins, selon lui, cela n'a pas du tout eu l'effet escompté et ça n'a absolument pas ralenti les troupes ukrainiennes. Et en effet, depuis hier, c'est dans cette même zone très précise que tous les villages sont libérés par les forces armées ukrainiennes. Merci à l'ensemble de nos équipes sur le terrain. Beaucoup disent que c'est l'arme des lâches, mais un militaire sur ce plateau la semaine dernière disait « Malheureusement, c'est la guerre et les Russes, là où ils sont, dans l'état où ils sont, ils utilisent absolument tous les moyens. » On verra d'ailleurs les médias russes, la télé russe. On a l'impression d'ailleurs que détruire les barrages inondés, peut-être notamment la capitale Kiev, c'est la solution et peut-être la seule pour gagner. Oui, non, mais là, les Russes n'ont rien inventé, pour le coup. Je crois que dans toutes les guerres, depuis la nuit des temps, on essaye d'utiliser les phénomènes naturels pour handicaper l'adversaire. Et rompre un barrage en fait partie. Donc, c'est autorisé. C'est crime de guerre. C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Oui, maintenant. Oui, dans les conventions de Genève, en effet. Oui, c'est relativement nouveau, ça. Et de toute façon, on a vu que la peine de crime de guerre ne gênait pas beaucoup la politique russe. De façon générale, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ils ont fait bien pire à Boutcha et ailleurs. Et donc, non, ça, c'est, j'allais dire, c'est de la tactique, évidemment, sans dépourvu de tout sens moral. Mais enfin, ça fait partie d'une conception où on veut limiter les accès à une zone de la part d'un adversaire. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en contrôle pas toujours complètement les effets, à court terme et à moyen terme. On l'a vu avec la rupture du barrage de Kakhovka, où c'est finalement 70% de la zone inondée est en secteur russe, et seulement 30% du côté ukrainien. Ici, c'est probablement la même chose. Donc, il va y avoir peut-être des handicaps aussi pour eux à un moment donné. Et puis, qu'est-ce que ça va donner comme transformation des sols, de la végétation, etc. Moyen terme, cette fois-ci, c'est difficile de le prévoir à l'avance. Donc, je pense que quand on fait des choses comme ça, on maîtrise. C'est vraiment c'est un peu un signe de panique quand même, parce que on maîtrise pas complètement ce qui va se passer, ni l'ampleur, ni les dégâts réels. Voilà. D'autant que là, Catherine, c'est un barrage, mais moins important que celui sur lequel on reviendra d'ailleurs dans un instant, de Novakhovka, le petit barrage en amont là, dont on a vu la... Absolument, mais c'est vrai qu'en brisant comme ça des barrages, ça permet de faire une économie d'hommes et de moyens du côté russe. Parce que c'est une ligne que vous n'avez plus besoin de tenir, enfin beaucoup moins, puisque ça entrave complètement la progression de l'ennemi. Donc en rapport qualité-prix, si j'ose dire, pour les Russes, c'est beaucoup plus efficace de faire exploser des barrages que de faire des lignes de défense sur ce front dont on l'a dit et répété ici, qui est gigantesque. Alors évidemment, ça ne va pas complètement arrêter la contre-offensive ukrainienne, bien évidemment, mais ça la complique singulièrement pour un prix en termes d'hommes et de matériel pour les Russes, qui est évidemment divisé par peut-être 10. Et puis en effet, de toute façon, au point où ils en sont dans cette guerre, les Russes, que ce soit ou pas un crime de guerre, c'est plus du tout une question, je pense qu'ils prennent en considération, puisque évidemment, ils sont bien au-delà de ça. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, c'était la semaine dernière, il y avait Françoise Thom, une de nos expertes qui était là et qui avait dit que Kakhovka, le barrage, l'ordre avait pu être donné par Shoigu directement pour épargner des hommes et remporter une petite victoire. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir toujours, Nevin Potros. Tout simplement parce qu'on va continuer de parler avec vous de barrage, de cette stratégie russe. Pour les Ukrainiens, ça fait aucun doute. Maintenant, détruire les barrages, détruire les points d'eau, c'est une technique qui est assumée par Moscou, par le Kremlin.
Exactement, les Kiev en a totalement conscience. Les Russes ont détruit le barrage de Kakhovka pour empêcher une offensive ukrainienne dans la région et pour permettre un redéploiement des forces russes. C'est en tout cas ce qu'affirme Anna Maliar. Vous savez, c'est la vice-ministre ukrainienne de la guerre et pour elle, eh bien, ça ne fait donc aucun doute. Il y a bel et bien une stratégie russe derrière cela. Elle va plus loin concernant ce redéploiement des forces russes car selon Kiev, eh bien, des mouvements de troupes ont été repérés depuis la rive gauche du Dniepr, depuis la région de Kherson, direction 2 autres fronts. D'abord le front de Zaporijjia, mais également celui de Bakhmout. Kiev qui livre également des précisions sur ces unités qui auraient donc été redéployées sur le reste du front ukrainien. Il s'agirait de troupes aéroportées, des unités des marines, mais également des membres de la 49e armée, des troupes d'élite ou en tout cas des troupes qui sont aptes au combat. Alors évidemment la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce changement, pourquoi cette stratégie à côté russe? Et bien là aussi, pour Anna Maliar, c'est assez simple. Compte tenu de leur perte, de leur réserve limitée, de leur incapacité à contenir l'offensive ukrainienne, le commandement russe a décidé de rétrécir le front. Elle ajoute qu'il y a également une volonté de perturber évidemment le camp adverse, perturber la défense ukrainienne en détruisant le barrage. Les Russes tentent de détourner une partie des forces et des ressources de la défense ukrainienne. Et c'est vrai que dès la semaine dernière, dès la destruction de ce barrage, eh bien, Kiev avait vu très clair dans le jeu de Moscou, puisque Mikhailo Podolyak, le conseiller de Zelensky, expliquait que l'objectif, évidemment, c'était de créer des obstacles pour les actions offensives des forces armées ukrainiennes. Preuve en est, eh bien, preuve que tout avait été anticipé avant même la destruction de ce barrage. Eh bien, une partie des soldats russes avaient été repositionnés à l'arrière, mais afin d'éviter les fuites ou d'empêcher les militaires de se rebeller, tous n'ont pas été informés. Voilà ce que disait un membre du renseignement ukrainien. Certaines unités avaient donc été redéployées 15 km à l'arrière de Kherson. On le voit aujourd'hui, certaines unités ont été complètement transférées sur le reste du front pour éviter évidemment une hémorragie. Merci beaucoup, Nivine. Une stratégie militaire, même vous allez le voir à la télé russe, une véritable doctrine que l'on retrouve dans la bouche des propagandistes. Comme leur habitude, ils veulent aller plus loin, détruire tous les barrages, inonder l'Ukraine. C'est aujourd'hui la solution, selon eux, pour gagner cette guerre. Depuis que tout cela est arrivé avec la destruction du barrage, nous devrions peut-être regarder la source de cette cascade. Le barrage de Kiev possède un excellent réservoir. C'est légèrement au-dessus de la ville, avec environ 4 km3 d'eau. J'y penserai. Emmanuel Véron. Rompre ce barrage, d'ailleurs, ce serait une catastrophe, mais certains, et pas que des Ukrainiens, notamment des journalistes sur le terrain, disent que les Russes y pensent vraiment. Il y a pas mal d'édifices, notamment même autour de Zaporijjia, qui ont été minés, qui pourraient exploser sans que ce soit un accident quand il le faudra, quand la pression des Ukrainiens sera peut-être trop forte. Vous parliez tout à l'heure de crimes de guerre. Si cette stratégie, comme cela semble être le cas, est dictée, conceptualisée, organisée par le Kremlin. Absolument. Et l'ensemble des cibles, en fait, militaires, en dehors du cadre du droit international et des crimes de guerre. Comme Magali le rappelait, 1949, Convention de Genève, où on a ajouté sur ces infrastructures-là, vis-à-vis des civils, etc., sont des crimes de guerre. Donc on a bien une succession, une sédimentation des crimes de guerre. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Ce sont des cibles depuis le début de l'offensive en février l'année dernière. On avait évoqué différents sites autour de Kiev, dont le fameux barrage, mais d'autres sites, la fameuse centrale de Tchernobyl, bien évidemment là, Zaporijjia, éventuellement des ouvrages de franchissement, des ponts, etc. L'ensemble de ces infrastructures sont des cibles de guerre. Et quand on regarde politiquement, militairement et industriellement dans la capacité de refaire l'arme côté Russie, il y a un aspect dos au mur. Et donc on va choisir désormais des cibles qui permettent, comme Catherine le rappelait, qui permettent entre guillemets d'économiser des hommes, ou en tout cas de faire autrement avec les moyens dont on dispose. Donc on va avoir probablement, et ce n'est pas une bonne nouvelle, probablement pour l'Ukraine et les Ukrainiens, probablement une succession de frappes qui viseront ces objectifs-là extrêmement sensibles, avec des conséquences environnementales, sanitaires et bien évidemment économiques qui peuvent être
très durable, si je puis dire. En tout cas, inscrite dans la durée pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Et qui inquiète le président Zelensky, qui justement était en train de dire que l'aide n'arrivait pas encore massivement. Et qui fondamentalement sont des vrais sujets de sécurité, d'où le grand sujet de sécurité, et j'en terminerai par là, sur Zaporijjia, la IEA, la Visegrossi, la sécurisation du site, à la fois industriel dans son ensemble, et précisément la centrale elle-même, avec les produits, en tout cas le matériel nucléaire. On a le sentiment qu'il y a eu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse la parole dans un instant, qu'il y a eu comme une bascule dans la stratégie russe. Au début de cette guerre, notamment en ce qui concerne l'énergie, les terres, les richesses, il y a eu cette volonté de piller l'Ukraine. Et quelque part, là, on a le sentiment qu'à Moscou, certains pensent on n'y arrivera pas. On ne pourra pas. Puisque c'est ça, vous faites le geste en même temps que je vous parle, on détruit tout, tant pis. Il y a probablement eu dans la matrice politique et, j'allais dire intellectuelle, mais le mot est pas adapté, mais politique et militaire côté russe, la volonté de réduire l'Ukraine, de raser l'Ukraine. Alors je ne m'étends pas sur le sujet, mais là, on voit ces sujets-là qui sont, et là, avec les images Kakhovka, on voit bien qu'on bascule dans cette réalité-là, complètement concrète. Et ça va au-delà de ça, parce qu'effectivement, ça met aussi au défi les alliés de l'Ukraine. Parce que, par exemple, avec la seule destruction du barrage de Kakhovka, Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il faudrait que les Européens fournissent 2 fois plus d'électricité à l'Ukraine, parce que ce barrage, précisément, produisait une grande partie de l'électricité du pays. Donc, en détruisant toutes les infrastructures, les Russes non seulement donc économisent effectivement des moyens en hommes et en matériel, ils réduisent la puissance économique de l'Ukraine, évidemment rendent la vie des militaires, mais également des citoyens ukrainiens très difficile. Et en même temps, ils obligent les alliés de l'Ukraine à dépenser encore plus pour soutenir ce pays. Donc, évidemment, à terme, ce qu'espère le Kremlin, c'est un épuisement des opinions publiques occidentales. C'est le pari qu'ils ont fait dès le début au Kremlin, en se disant ça va leur coûter tellement cher que finalement, les opinions publiques, confrontées à l'inflation, confrontées à tous les problèmes de vie quotidienne qu'ils ont, avec les élections européennes qui s'approchent et avec aussi le souhait des Russes, bien sûr, que ce soit les mouvements populistes qui l'emportent. Donc tout ça mis bout à bout, évidemment, la destruction des infrastructures s'inscrit clairement dans cet objectif qui est d'affaiblir, c'est le moins qu'on puisse dire, l'Ukraine et par ricochet d'essayer d'affaiblir le soutien des Occidentaux à l'Ukraine. On a beaucoup parlé depuis le début de ce conflit de la menace du nucléaire. On en a énormément parlé, le nucléaire tactique, un Poutine acculé qui pourrait éventuellement décider de se franchir ce cap. Ce qu'on voit avec ces images-là, c'est qu'en fait, il a encore un certain nombre de cartes dans son jeu, justement, qui ne sont pas des cartes conventionnelles, qui ne sont pas... c'est pas l'armée conventionnelle telle qu'on l'imaginait, mais on voit bien qu'il y a d'autres façons pour lui de mener cette guerre. Et on le voit que la stratégie de l'inondation, pas de la terre brûlée, mais de la terre inondée, finalement, est une stratégie qu'il va essayer de faire jouer. Après, il faut faire attention quand même. Le barrage de Kakhovka, les Russes étaient sur place. C'était eux qui tenaient cette zone-là. Et c'est certainement pour ça qu'ils auraient réussi à le miner pour le faire exploser. Celui autour ou à côté de Kiev, Zaporijjia, ça ne sera pas la même chose. C'est la même chose. Les Russes sont là. Il paraît qu'il l'est déjà miné. Alors, en attendant d'ailleurs. On serait pas, j'ai pas d'informations particulières, mais en tout cas, effectivement, c'est dans le listing, si je puis dire, des sites potentiels. Il y figure très clairement. Alors peut-être de taper, en effet, je pensais au barrage de Kiev, en pensant à ça, de taper avec des missiles, mais ça ne suffira pas à le faire complètement, à le mettre complètement. Mais psychologiquement, ce serait terrible. Mais psychologiquement, ça voudrait dire vraiment que les Russes sont prêts absolument à tout. Vous savez, quand les Syriens ont utilisé ces armes chimiques en Syrie, les fameux barils, et que Obama avait dit s'il y a une utilisation d'armes chimiques, ce sera une ligne rouge pour les Américains, et puis qu'au final, il avait renoncé à la moindre représailles. Ça avait été vu quand même du côté de Vladimir Poutine comme une carte pour y aller, pour faire absolument tout ce qu'il voulait.
misant sur la faiblesse de l'Occident. Donc là, il va falloir une réponse aussi des Occidentaux face à cette destruction. Je trouve quand même que ce type d'action illustre la vision pessimiste qu'ont les Russes quant à leur chance de pouvoir revenir dans les espaces qu'ils convoitent. Ils ne vont pas revenir dans la zone de Kherson avant très longtemps maintenant. Donc ça veut dire qu'ils ont pratiquement renoncé à des manœuvres offensives dans cette région-là. Je trouve que c'est quand même important de le voir. Et un peu pareil partout. Donc ça a été dit tout à l'heure, faute de pouvoir conquérir, on détruit. Et donc leur seul échappatoire pour éviter une défaite inexorable, c'est de détruire tout ce qu'ils peuvent. Puisqu'on n'a pas, on dit. Ouais. Bonjour Clara Marchot, merci d'être avec nous dans ce 12-15. Vous êtes correspondante pour le Figaro en Ukraine. Vous signez aujourd'hui dans le Figaro du jour un très bon papier, des cadavres à la dérive sur la berge russe du Dniepr. Vous avez recueilli pas mal de témoignages qui nous montrent le calvaire de ces évacuations qui ont bien du mal à se faire côté russe. On vous entend dans quelques minutes, juste le temps pour nous d'aller côté ukrainien, où nos envoyés spéciaux, Charlie Nurel, Charlotte Lefetté et Alexander Betsa, sont les premiers à avoir réussi à gagner ce qui est devenu aujourd'hui une île sur la berge ukrainienne. Donc regardez leur reportage exceptionnel qu'ils viennent de nous faire parvenir. C'est un village désormais coupé de la civilisation, encerclé par l'eau. La nourriture n'arrive que par bateau, ici, à l'entrée de la bourgade. Les filles, s'il vous plaît, une par personne, c'est tout. Où les habitants se bousculent pour récupérer ne serait-ce qu'une boîte de conserve. Ils nous ont manqué. Sacha et Natacha retrouvent leurs compagnons. C'est la première fois qu'on revient voir notre maison depuis 4 jours. Nous n'avons plus de maison. Allons-y, on va voir ça. L'eau est soudainement montée après la destruction du barrage. Le couple n'a eu que quelques minutes pour fuir. À l'approche, Natacha est abasourdie et exprime sa haine des troupes russes. Je souhaite qu'ils meurent tous, que Dieu me pardonne. C'est une partie de leur vie désormais ensevelie par les eaux. Que faire? La réparer? On y a vécu ensemble pendant 30 ans. Chaque année, on investissait 1 500 € dans la maison. On la fabriquait comme un jouet. Nous n'avons plus 30 ans devant nous maintenant. Un peu plus loin, Valentina se fraye un chemin. Regardez. Les enfants, regardez. Le linge encore étendu, témoin de cette montée des eaux si soudaine. C'est ma maison. Je vis ici depuis 49 ans. Où est-ce que je peux aller? J'ai vécu ici toute ma vie. Valentina a trouvé refuge chez son petit-fils à quelques pas d'ici. La famille vit sans électricité, coupée par le débordement de la rivière. On a la guerre. Maintenant, c'est l'eau et c'est quoi la suite? Le nucléaire? Sur le bord de la route, Vadim teste le puits. Maintenant, voyons comment l'eau est ici. C'est la réserve d'eau potable des habitants. Mais avec la destruction du barrage, l'eau du village est l'une des plus contaminées de la région. Pour boire? Non. Pour se laver et se raser, ça ira. Vadim reprend son chemin. Andri arrive avec sa Lada bien chargée. L'eau est montée en 2 heures, tout était inondé. J'ai 60 ans et je suis devenu SDF, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'homme décharge ses quelques affaires sauvées in extremis dans cette maison prêtée par des amis. Pour tous les habitants, le plus dur sera l'après. Une longue reconstruction lorsque l'eau se sera enfin retirée. Clara Marchot, merci d'être avec nous. Vous avez recueilli pas mal de témoignages des habitants qui n'arrivent pas à évacuer cette partie russe du Dniepr. On est sur la rive gauche. Ils vous ont dit, ces habitants, ils ont témoigné leur colère, leur tristesse, malgré un Vladimir Saldo qui est le gouverneur qui s'occupe de cette partie-là, qui lui dit, moi j'ai pu évacuer, mais finalement tous ceux que vous avez pu interroger vous disent que c'est quasiment impossible, hein, c'est ça d'évacuer cette partie-là.
Oui, effectivement, j'ai pu m'entretenir avec des gens qui sont restés sur la partie contrôlée, occupée en fait par les Russes. J'ai pu les appeler, c'était très compliqué parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réseau, que les conversations téléphoniques sont surveillées par les Russes. Donc, ils avaient très peur et ils se sentaient abandonnés en fait. Ils m'ont dit des milliers de personnes sont encore sur les toits et effectivement, dans la ville d'Oleshki par exemple, qui est une petite ville en face de Kherson où il y a 30 000 habitants, il y avait 30 000 habitants en fait avant l'invasion. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais certains sont restés. Il reste que 10% de la ville qui est au sec, ça forme une île en fait, et donc les habitants s'organisent, essayent d'accueillir les sinistrés. Des bénévoles prennent des barques pour aller chercher des personnes sur les toits, mais là, on est quand même à presque une semaine après. Ça fait presque une semaine que des personnes sont coincées sur les toits, sans eau et sans nourriture. Clara Marchot, est-ce que les Russes font la distinction parfois entre celles et ceux à secourir et les autres, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement, il y a eu des rumeurs, parce que c'est vrai que les habitants ont des groupes Telegram, les volontaires également. Il y a eu des rumeurs sur le fait que les Russes ne laissaient pas passer des gens avec des passeports ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils avaient que leurs papiers, ils demandaient des papiers russes, car la Russie a demandé à ses habitants dans les zones d'occupation de prendre des passeports russes. C'est une information que j'ai pas pu confirmer. On m'a parlé de certains cas où effectivement des soldats russes n'ont pas secouru des familles qui n'avaient pas de passeport russe, mais même les volontaires le disent, ça n'a pas l'air d'être systématique. En plus de ça, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur papier parce qu'en fait, ils ont perdu leur maison, donc ils n'ont vraiment rien pu prendre avec eux. Après, une autre personne m'a parlé d'un cas d'une amie qui a voulu évacuer parce que les Russes utilisent quand même, ont prévu quelques dispositifs, mais minimes, c'est-à-dire que c'est vraiment quelques personnes qui ont pu évacuer avec eux, et ensuite certains passent par des entretiens avec les services de sécurité ou avec les militaires, et donc par exemple dans le cas de cette personne, elle a refusé de se soumettre à un test d'un détecteur de mensonges et de donner des informations en disant si elle connaissait des gens dans l'armée ukrainienne, et donc les soldats russes l'ont juste renvoyé à Oleshki, donc dans la ville qui est inondée. Oui, et vous dites d'ailleurs que certains ont refusé de se soumettre à des détecteurs de mensonges, parce que c'est ça aussi l'armée russe. Il y a des gros soupçons, on les soumet à un détecteur de mensonges et on essaye de voir s'ils n'ont pas aucun lien avec les Ukrainiens ou l'armée ukrainienne. Hein. En fait, c'est vrai que la région du sud de l'Ukraine, la région de Kherson, c'est pas comme dans le Donbass qui a été occupé pendant presque 9 ans. C'est-à-dire que la population était complètement acquise à Kiev, en fait. Enfin, en tout cas, c'est des gens qui sont ukrainiens, qui sont patriotes et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sous occupation. Donc, il y a vraiment une méfiance des soldats russes qui sont restés, car beaucoup sont partis après les inondations. Ceux qui sont restés se battent seulement en groupe et en armes dans les villages, et en tout cas ils font très attention, ils surveillent justement ces volontaires. Pour 3 cas, on m'a parlé de 3 cas où en fait les soldats russes ont confisqué des bateaux, des barques en fait. Pour certains c'est des barques à moteur, d'autres les volontaires sont seulement à la rame en fait pour aller chercher des habitants. On m'a aussi parlé en fait de cas où de la rive en face, c'est-à-dire de Kherson, il y a des bénévoles qui essayent de venir sauver des habitants. Donc, ils vont traverser le fleuve pour venir sauver des personnes en zone occupée. Et il y a eu des cas réussis, en tout cas des gens qui ont réussi à partir d'occupation en traversant le fleuve comme ça. Mais il y a eu également des cas où les bateaux les Russes ont tiré sur les bateaux, en fait, qui essayaient d'arriver depuis la rive droite, en fait, depuis la rive contrôlée par les Ukrainiens. Merci beaucoup Clara Marchot pour toutes ces précisions et avoir confirmé justement ce qui était un de nos thèmes sur le sommet de l'abject, quand ces troupes spéciales russes arrivent sur zone, sélectionnent celles et ceux qu'il faut sauver de ces inondations.